Comme si, justement, la menace réelle, réaliste, d'une apocalypse réelle, qui est derrière la porte, hein, au bout de la rue, l'obligeait à se retourner quand même vers cette dimension que pourtant elle est celle qui s'en est le plus éloignée. Qu'a fait Nourrit avec cela? Parce que c'est un film admirable de beauté. D'abord, c'est une construction dans tous les sens. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une poétique du film. Une sorte, ce que j'appellerais moi, parce qu'il y a une écriture, justement. Alors, il y a une mise en syntaxe, que vous avez évidemment tous repérée, et qui est ce rythme aussi. Et c'est d'ailleurs le rythme même du train. Mouvement, mouvement, arrêt. Mouvement, mouvement, arrêt. Du discours, de la pensée. Le mouvement, exactement de manière performative, c'est une fiction. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'en fait, nous sommes, grâce justement au travail filmique qu'elle a fait, nous sommes dans le train, mais nous ne le savons pas. Hein? Et comment est-ce que, et pourquoi est-ce que je peux dire que nous sommes dans le train? Parce que nous sommes assis dans nos fauteuils, nous ne bougeons pas, et le paysage défile. Hein? Mais le paysage qui défile, c'est une fiction. Hein? En fait, c'est le train qui bouge, le paysage est immobile. Ça, c'est exactement aussi la métaphore de ce qui se fait de l'hébreu avec l'hébreu. Donc, un travail sur le point de vue qui est extraordinaire. Même le mouvement de la langue en elle-même est dans le mystère de l'abîme qu'elle est. Ça, c'est l'illustration même de ce que peuvent dire les philosophes. Tout est en décalage. Alors, il y a une chose que je trouve absolument extraordinaire et que j'adore, que j'ai nommé tout à l'heure, mais j'y reviens. Je dirais que c'est le coup de la chaise. Alors, le coup de la chaise, je ne sais pas du tout si Nourrit a cherché à ou l'a calculé, mais l'art de la chaise est extraordinaire. Pourquoi? Parce que, si vous regardez la structure théâtrale, c'est très théâtral. Hein. En même temps, ça a les moyens, bien sûr, du cinéma. Alors, la structure, c'est, par exemple, que on entend la voix. La voix n'est pas dans le corps. Donc, d'abord la voix, donc d'abord la langue. Et c'est vrai, c'est d'abord la langue. Ensuite, la chaise. Bon, chacun sa chaise. Hein. C'est-à-dire chacun son chez-soi, mais tout petit. Hein. Voilà. Chacun, d'ailleurs, une autre chaise. Hein. Bon. Et je me suis dit, mais ça, c'est l'analyse. Hein. Chacun vient avec sa chaise ou son divan. Voilà. Et puis, la langue entre dans la personne, hein, qui est là, et qui tout d'un coup est animée, et hop, le train de la langue traverse le personnage. C'est fait de manière admirable. Je suis sûre que ça a dû demander un énorme travail, parce que on ne peut pas prendre les personnes, en faire des marionnettes, et leur dire, voilà, il ne peut pas y avoir de metteur en scène qui dicte. Donc je pense que c'est vraiment, il a dû se passer un échange d'intuition, justement de l'ordre du souffle, de l'inspiration, qui a produit des sortes de scènes d'une perfection et d'un rythme extraordinaire, avec une harmonie intérieure tout à fait extraordinaire. Donc cette dynamique, elle est très organisée, elle est très dessinée, alors que chaque fois qu'on parle de la langue, par contre, on est dans le tumulte, on est dans l'incertitude, on est dans le renversement. Je ne parlais pas l'hébreu, je le parle. Est-ce que je le parle ou est-ce qu'il me parle? Parce que, il faut dire la vérité, c'est que c'est l'hébreu qui leur parle, hein, sans cesse, et ils répondent. Bon. Comme je regarde ma montre, parce que je fais attention à ce qui nous menace, c'est-à-dire la minime apocalypse de la fin de la séance, j'en reviendrai à moi, mais comme à vous, non pas pour me donner un rôle. Quel est l'effet que ce film m'a fait, à part justement ou du moins comment définir l'émotion et la conséquence de cette émotion? Je le distribuerai en deux remarques. D'abord, le prologue, je l'ai adoré.
je pense que vous aussi. C'est ce prologue extraordinaire qui est un après-coup, c'est-à-dire qu'il est certain que Herzl, que Freud et que l'épisode d'Alexandre Promio ne sont pas concertés, et pourtant ça fait un concert. C'est-à-dire ils ne se sont pas concertés à l'époque. Et pourtant ils s'entendaient ou se voyaient les uns les autres, tous tournés donc vers cette Palestine agitée, avec cet extraordinaire congrès de Herzl, où, donc en allemand, le premier grand congrès, où il est question justement d'un billet de train, de comment l'acheter, est-ce qu'on va l'acheter en allemand, en russe, en yiddish, en bulgare, etc. Bon. Cependant que les frères Lumière, et comment ne pas penser quand même que le signifiant de lumière joue, et je le dis de manière plaisante, mais comme vous le savez, chez les Juifs, le nom a des pouvoirs. Ce que même Orly Castelblum, qui ne croit en rien, est obligé de croire. Et donc les frères Lumière envoient Alexandre Promio faire le film de Nourit un peu plus d'un siècle avant, par anticipation. Parce que c'est le même. Et là, j'ai trouvé ça bouleversant, à la fois parce qu'on peut considérer que c'est un truc cinématographique, c'est-à-dire que ce film d'Alexandre Promio est bouleversant. On se dit, mon Dieu, mais c'était ça la terre promise. Ces rails, ces falaises. Je ne sais pas si vous avez lu Jérusalem en Dali-Carli, mais c'est la même chose. Donc on arrive, et voilà la terre promise. Elle est aride, et en même temps elle a une beauté picturale avec ces arbres qui sont comme des êtres humains, soit transformés, soit en arbres, soit inversement, c'est-à-dire qui attendent leur métamorphose. Et ce sont exactement les mêmes qui réapparaissent, donc 101 ou 102 ans après, sous la plume de Nourit, et on refait exactement le même voyage, comme si justement quelque chose nous disait attention, éternité. Tel Aviv, éternité. Ce prologue est absolument magnifique. Que le film de 1897 soit le même, c'est-à-dire rien n'a changé, tout a changé. Qu'il y ait partout, depuis l'origine de ce film, la thématique du rêve, c'est-à-dire du Traum, puisqu'ils sont tous germanophones, du Traum, du tram. Il n'y a que du Traum et du tram. D'ailleurs, si je ne me trompe, en ivrite, on dit tram. Bon. Voilà. Je crois, enfin, j'ai cru comprendre, deviner. Et si ce n'est pas vrai, je l'invente et je le mets dans la langue hébraïque. Voilà. Cette combinaison, justement, de pensées extraordinaires, les unes se dirigeant vers la Palestine, Herzl se dirigeant, Promio, premier cinéaste de la terre promise moderne, Freud disant « Ah non, je suis juif », comme il l'aura dit et répété, et surtout dans les derniers temps de sa vie, puisqu'il fallait l'affirmer, mais je ne suis pas d'accord avec le choix d'une terre aussi chargée historiquement que la Palestine. Ce ne sera pas bon pour la judéité. Donc, d'une part, il y a ce prologue que j'ai trouvé magnifique, qui m'a d'ailleurs tout de suite amené à me dire, bon, et toi et l'hébreu, qu'est-ce que vous faites? Quel voyage tu fais avec ça?